Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une bonne soirée. Je vais commencer d'abord par vous féliciter. Et je vais vous dire pourquoi, il y a une bonne raison. On vit dans un temps où le cynisme a atteint une telle apogée, où la distance entre les gens a atteint un tel niveau, où le défaitisme, la tristesse, les processus de déshumanisation sont à un tel point que vivre ensemble est devenu un acte militant. Et vous prouvez le contraire exactement ce soir. Vivre ensemble, mathématiquement, c'est penser, c'est croire que notre union est plus grande que notre somme. C'est penser qu'on a plus de choses à faire ensemble et qu'on s'enrichit les uns les autres de nos différences mutuelles, de nos parcours mutuels, de nos compétences, de nos talents, de nos inspirations mutuelles. Quand on interroge les gens sur leur parcours de vie, il y a une question que j'aimerais vous poser. C'est comment est-ce qu'on peut être bien avec les autres lorsqu'on n'est pas bien avec soi-même? Comment est-ce qu'on peut faire société? Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble quand on n'est pas serein et quand on n'est pas apaisé avec nos propres choix, avec nos propres parcours? Cette notion de choix, c'est l'idée centrale que j'aimerais traiter pendant le temps de mon intervention. Quand on interroge les gens sur la manière dont ils ont pris leurs décisions, la manière dont ils perçoivent leur vie rétrospectivement, il y a cette idée qui est parfaitement synthétisée dans le titre de l'autobiographie d'un auteur égyptien. Et ce titre, c'est « L'histoire que je porte sur le dos ». Je suis l'histoire que je porte sur le dos. En d'autres termes, je suis et je porte ce que j'ai vécu. Je suis le fruit de mes choix, parfois, des choix des autres, souvent, et on voit que l'ensemble de ces choix, l'interaction de ces choix, produit mon histoire. Et cette histoire, parfois, elle est lourde à porter. Parfois, elle est un fardeau. Du moins, c'est la manière dont elle va être verbalisée. Et cette manière de voir l'histoire, les choix, la manière dont on se positionne, c'est cohérent avec ce que l'on sait du temps, du sens de l'écoulement du temps, et la manière dont on a été éduqué aussi. Le passé précède le présent précède le futur. Les choix d'hier sont les conséquences d'aujourd'hui, et les choix d'aujourd'hui produisent les conséquences de demain. Et dans cette idée-là, dans ce sens-là, on a quelque chose qui est très fort et qui consiste à dire que on vit en marche avant, passé, présent, futur, mais on pense en marche arrière. C'est-à-dire qu'on se réfère à des expériences passées, à des anecdotes passées, à des événements passés, pour essayer de déduire du sens, ce même sens qui va guider nos choix. Et là, il y a une dualité. Il y a à la fois l'idée d'un héritage, et il y a à la fois l'idée d'un déterminisme. Un héritage d'abord, parce qu'en tant qu'être humain, nous vivons ensemble, et donc nous transmettons continuellement des idées, des messages, des sentiments, des émotions, parfois d'une extrême intensité, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme. Et cette transmission temporelle, c'est le sens, c'est la définition même de l'héritage. Et la deuxième notion, c'est celle de déterminisme. Le déterminisme, c'est la puissance du récit passé, sur nos choix et sur nos vies. D'accord ? Ce déterminisme, il peut tenir à nos parcours familiaux, à notre identité religieuse, culturelle, parfois ethnoculturelle. D'accord ? Et on a tendance à essayer de chercher des occurrences et à reproduire des occurrences de succès. Si on a vu ou si on a vécu des choses qui ont été couronnées de succès, on a envie de les reproduire. Si on a vu des échecs et des souffrances, on a envie de les éviter. Et donc ces récits passés conditionnent la manière dont on appréhende nos choix présents. Et ce déterminisme-là, sociologiquement, il produit un certain nombre de réalités. Il explique qu'un certain nombre d'élites se reproduisent, et elles sont stables, quasiment stables sociologiquement. Et donc elles ont tendance à préserver, protéger, reproduire, répéter des réalités sociales. Et puis pour d'autres communautés ou groupes socio-économiques qui sont maintenus dans une certaine condition, on a l'impression que quand quelqu'un change sa condition, passe d'un groupe à l'autre, va évoluer vers plus de bonheur, plus d'éducation, plus d'accès, plus de choix, plus de pouvoir parfois socio-économique, on a l'impression que c'est un récit individuel.
c'est une performance individuelle. C'est la capacité d'un individu à casser le plafond de verre, à dépasser le déterminisme de son groupe. Et ça, c'est une tragédie. Pourquoi? Parce que ça veut dire que des réussites individuelles masquent souvent des échecs collectifs. Sur le plan politique, quand on y pense, le conservatisme n'est rien d'autre que cette préférence pour le passé, pour la volonté de maintenir un certain état des choses. Dans mon monde à moi, dans le monde des probabilités et des statistiques, on se pose toutes sortes de questions. Alors je vous rassure, on ne va pas faire des mathématiques avec des formules et je vais vous passer les équations, sauf si on passe un test pour les étudiants qui sont ici. Mais je vais vous expliquer à quel point nous, êtres humains, on n'est pas ou peu ou mal équipés pour raisonner avec les probabilités. Je vais vous donner juste quelques exemples avant de poursuivre mon raisonnement. Quand il y a eu la crise financière il y a quelques années, on a eu un certain nombre d'experts. L'expert, c'est un titre, c'est un diplôme. On arrive sur un plateau télé, on a un nom, et puis juste en dessous, on a expert en finance, expert en logique des marchés, expert en mathématiques financières ou autre. Et ce titre, d'accord, il confère une espèce d'autorité, d'accord, et ces experts, donc, les mêmes qui, 2 minutes avant le crash financier, étaient incapables de produire une analyse, ou de prédire, ou d'expliquer, ou de mettre en garde contre les dangers systémiques dans lesquels on était, eh bien ces mêmes experts, la seconde suivante, se retrouvaient investis d'une espèce de révélation, le savoir, la capacité d'analyse à dire voilà, on sait exactement pourquoi ça s'est produit, voilà pourquoi ça s'est passé comme ceci, et on le savait, on le voyait venir depuis des années. Et c'était obligé qu'on arrive dans cette séquence-là. Pourtant, 3 secondes auparavant, passé, présent, futur, j'étais incapable de le prédire. Donc le même degré de certitude qu'ils ont a posteriori dans l'événement est directement symétrique au degré d'ignorance totale dans lequel ils étaient avant l'événement. La certitude et la crédibilité que l'on attribue à ces discours d'expertise, elles vous montrent à quel point, au bout du compte, en tant que citoyen, en tant que consommateur parfois, on est soit crédule, soit soumis à un certain nombre de règles, à un certain nombre de cadres formels qui signalent l'expertise, qui signalent l'autorité. Et ces choix-là, ces certitudes et ces erreurs, on se les applique à nous-mêmes, même dans nos décisions au quotidien. Vous voyez, par exemple, quelque chose qui est très répandu, c'est l'aversion au risque. En langage commun, ça veut dire que, au bout du compte, on se sent mieux avec la certitude d'avoir fait une erreur qu'avec une chance sur 2 d'avoir raison. Donc, on vit très mal, de manière quasi physiologique, l'idée de ne pas savoir. Je ne sais pas ce qui se passe. Et vous le voyez quand on va à la mer ou que l'eau est trouble, on se dit il y a un requin, il n'y a pas un requin, qu'est-ce qui se passe, machin. Je préfère savoir qu'il y a un requin, au moins c'est dit. C'est dit, c'est dit. D'accord, je vois la craie, plutôt que de me dire il est en dessous, je ne sais pas où il est, qu'est-ce qui se passe, c'est peut-être même un plancton. Les Shadocks ont formulé cela parfaitement. Mieux vaut continuer à pomper et qu'il ne se passe rien, plutôt que d'arrêter de pomper et de courir le risque qu'il se passe quelque chose. Donc mieux vaut faire quelque chose dont on sait pertinemment que c'est totalement inutile, voire même épuisant, voire même dommageable, d'accord ? On l'a vu tout à l'heure, on pompe et ça a des conséquences sur la nature, d'accord ? Plutôt que de prendre le risque d'essayer autre chose et qu'il se passe quelque chose de positif, d'accord ? Ça, c'est une aversion au risque direct, mais ça signale verbalement une insécurité psychologique, voire même physiologique, avec le fait d'être dans une logique d'incertain. Et même chose pour nos choix. Donc, pour essayer de restituer la logique où on vit en marche avant et on pense en marche arrière, en mathématiques, pour essayer de prédire et d'évaluer des phénomènes financiers, météorologiques ou autres, on a des techniques. L'une d'entre elles, elle s'appelle la technique de Monte-Carlo, après le nom d'une ville où apparemment il y a beaucoup de casinos. Et elle consiste à faire des simulations. Donc on simule, on peut simuler des actifs financiers, on peut simuler la température d'un bassin, on peut simuler le nombre d'allées et venues dans une gare à une heure donnée de la journée, d'accord ? Et on définit juste une variable, et cette variable, à tout instant, elle est définie par 2 choses. Ça, c'est des simulations de Monte-Carlo, je vais vous expliquer dans une seconde comment ça fonctionne. Donc, n'ayez pas peur,
c'est juste une espèce d'amas de couleurs. On est toujours dans la pédagogie Montessori, donc on se laisse aller, on va vers la découverte. Donc je disais qu'à tout moment, la variable est déterminée par deux choses. Si je prends cette trajectoire-là, par exemple, la petite verte qui est en haut, c'est un chemin possible, une trajectoire possible, un monde possible. Et quand je me situe à ce point-ci, par exemple, ma variable, elle est définie par deux choses. La première, c'est son historique, c'est-à-dire toute la partie qui précède dans le temps depuis l'origine. Et la deuxième chose, c'est son mouvement instantané, sa dynamique du moment. Et si on était des êtres humains, notre état d'esprit et notre choix du moment. D'accord ? Et donc l'information totale, c'est l'ensemble des trajectoires à un moment donné. C'est l'ensemble des trajectoires passées. Si je me situe à la date 100, au 100e jour par exemple, l'information passée, elle est concentrée par la somme, par l'analyse conjointe de toutes ces trajectoires. Et puis ensuite, je continue. Certaines de ces trajectoires vont être considérées comme couronnées de succès, d'autres vont être considérées peut-être comme un échec, mais on voit qu'à tout moment, c'est l'histoire passée qui définit la manière dont je constitue l'information, dont je conçois une analyse. La question, c'est est-ce qu'il existe une autre façon de voir le monde ? D'accord ? Parce que là, on a l'impression que je vis en marche avant, je pense en marche arrière, et il y a quelque chose qui tient au décalage et qui fait qu'il y a une insécurité. Dans ce chemin-là, puisque c'est le passé qui nous donne toute l'information, le déterminisme est à son maximum. Puisque, à part mon état d'esprit instantané, je suis la somme de cette vie passée. Je suis la somme de ces expériences passées. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont un peu familiers avec les maths ou qui sont allés jusqu'à la résolution de problèmes au minimum, pour un même problème, il existe parfois plusieurs solutions. Et donc, pour ce problème-là, il existe plusieurs façons et plusieurs approches différentes. L'une d'entre elles consiste à dire, en fait, et si on retournait notre modèle ? Et si on retournait notre monde, et si on mettait notre monde à l'envers pour le remettre à l'endroit? Et je vais vous expliquer comment. Cette méthode, qu'on appelle la méthode des arbres, elle voit le monde futur comme une arborescence qui découle des choix que nous faisons à l'instant même, à cet instant précis. Et donc on peut avoir des arbres binomiaux, et ils ont 2 branches, des arbres trinomiaux, ils ont 3 branches, et autant de branches que l'on veut simuler de choix possibles. D'accord ? Vous comprenez que le nombre de branches a peu d'importance ici, puisque celles-ci, sont juste des constructions psychiques, scientifiques, théoriques, pour pouvoir essayer de se représenter les divers mondes possibles qui résulteraient de nos choix d'aujourd'hui. Donc imaginons que moi, à cet instant donné, j'ai un choix à faire. Un choix de carrière, le choix d'un pays où j'ai envie de m'installer, le choix d'un projet personnel, et je vais essayer de modéliser l'impact de mes choix. Eh bien, si je prends le choix 1, je me retrouve dans le monde 1, le choix 2 dans le monde 2, le choix 3 dans le monde 3. Ce sont 3 mondes possibles qui découlent de mon choix ici, à l'instant 0. Mais on voit que la mécanique est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, ma vie, mon parcours de vie, et donc les mondes de demain, ne sont pas uniquement influencés par mes choix, mais par nos choix à tous. D'accord ? Donc dans cette mécanique simplifiée, on fait l'hypothèse que seuls mes choix impactent ma vie, du moins j'examine l'impact marginal de mon choix à moi sur le futur des mondes possibles. Une étape, 2 étapes, 3 étapes. Et on voit que, à partir d'un choix tout simple, à une étape donnée, on peut arriver à une complexité inouïe. D'accord ? Donc la mécanique conséquentielle qui produit des mondes différents dans le futur, d'accord ? Elle se base sur des étapes de proche en proche qui, décision après décision après décision, fait, à partir de décisions élémentaires, des modalités et des possibilités d'une complexité infinie. D'accord ? Alors maintenant, on fait pause et on imagine qu'on est dans Retour vers le futur. Vous voyez, avec le docteur et ainsi de suite. Donc il était là et il se rend compte qu'il a fait une erreur, mais il est dans le futur et donc il a envie de retourner en marche arrière. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il fait ceci. Il prend juste un peu de recul. Il comprend que, en marche avant, mes choix d'aujourd'hui produisent et conditionnent ma vie de demain, mais que si je prends suffisamment de recul, eh bien, je peux me retrouver dans cette situation. Et j'inverse mon monde. En d'autres termes, une logique inverse, ça consiste à formuler les choix de la manière suivante. Si je me projette dans 1 an, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, quelle est la vie que j'ai envie d'avoir ? Quel est le monde tel que je le rêverais ?
quel est le monde tel que je le voudrais. D'accord? Et si j'ai envie d'être dans ce monde dans 20 ans ou dans 30 ans, qu'est-ce que je dois faire l'année d'avant pour pouvoir atteindre ce résultat? Et qu'est-ce que je dois faire l'année d'avant? Et qu'est-ce que je dois faire l'année d'avant? Et donc, dans quelle situation je devrais être aujourd'hui? En d'autres termes, partir de la fin et de l'espérance de nos vies, c'est le meilleur moyen de reprendre le contrôle et d'essayer de comprendre quel choix je dois faire aujourd'hui pour que ces mondes soient possibles. Pour que j'ai une chance de me retrouver dans ce monde-là dans 10 ans et dans 20 ans. Quand on parlait un peu plus tôt aujourd'hui du besoin de reprendre en main l'éducation, de comprendre qu'on doit concevoir, on doit espérer un monde avec plus de bienveillance, de comprendre que l'exclusion n'est pas une fatalité, de comprendre que la somme des souffrances et la somme des difficultés de nos vies ne nous déterminent pas. Quand on dit tout ça, qu'est-ce qu'on est en train de dire en filigrane? On est en train de dire qu'en tant qu'être humain, on a une capacité à rêver et on a une capacité à transformer ses rêves en projets. D'accord? Et ça, c'est peut-être quelque chose qui fait de nous des créatures uniques. La capacité, quelles que soient nos épreuves, quelles que soient nos souffrances, à ne jamais perdre espoir. Donc, pour revenir à l'anecdote du début, je ne suis pas la somme des souffrances que j'ai vécues. Ce sont des expériences au bout du compte. Je ne veux rien renier de mon passé, mais je ne veux rien non plus renier de mon futur. Ce n'est pas l'histoire que je porte sur le dos. C'est l'histoire qui donne des ailes à mon futur. Merci.